faire d'ennemis en disant ça. Là. Le but, c'est juste, je pense, quelque chose de conscient que j'ai vu puis que j'ai entendu à multiples reprises. Les agences de marketing, là, ça a une bien mauvaise réputation. Tu sais, on a toujours, en fait, l'espèce de show Mad Men en tête, là, comme l'espèce de travail qui est très intense dans des... soit dans des cubicules ou dans des salles de brainstorm avec ci, avec ça. Puis, tu sais, c'est très... Il y a toute une capacité d'overwork. Bonjour, bienvenue au podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Aujourd'hui, on reçoit Chantal Dufort et le titre de l'épisode sera « Les mythes et les réalités de la santé mentale en entreprise ». J'ai vraiment le plaisir de recevoir Chantal parce que, bon, elle nous a déjà accompagnés dans de la formation chez Rablab. Elle est très active sur LinkedIn. Chantal va avoir le plaisir de se présenter, mais elle est consultante en santé mentale en entreprise, puis elle a une extraordinaire mission, là, ce qui la drive, ce qui la fait lever le matin pour aller au boulot, comme on dit. Et l'épisode est préenregistré. C'est journée de verglas. Il a tombé à peu près 25-30 mm de verglas. C'est exceptionnel. On est le 5 avril, mais l'épisode sera diffusé pendant la semaine de la santé mentale qui sera du 1er au 7 mai prochain. Et le thème de cette semaine-là sera ton histoire. Donc, c'est quoi ton histoire puis on s'entend, tout le monde a une histoire à propos de la santé mentale, toi-même envers toi-même, avec un proche, et je pense que ça va être ça qu'on va décortiquer pendant cette semaine-là. Donc, j'ai Chantal Dufort avec moi et épisode spécial, 2 personnes de chez Rablab. Cet épisode-là ne pourrait pas être enregistré sans ma comparse depuis plusieurs années. Culture et talent chez Rablab, Chloé Beauchemin, qui sera à mes côtés. Donc, on va commencer. Petite intro de Chloé, juste pour que tu puisses dire salut à tout le monde. Puis en même temps, Chloé va jumper sur plein de sujets avec moi aujourd'hui. Puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet avec Chantal. Absolument. Ben Chloé, tu l'as bien dit. C'est mon 2e épisode de podcast. J'en ai déjà fait un avec Alexandra de Boîte Pack pour parler de B Corp. Donc, ça a été fait l'année dernière. Et là, c'est mon 2e épisode. Je suis bien contente d'être là. Et chez Rablab, moi, je m'occupe de tout ce qui est culture et talent dans l'entreprise. Fait que je voulais surtout pas manquer cet épisode-là avec Chantal. Yes, super. Merci Chloé d'être là. Puis Chantal, parle-nous un peu de toi. Écoute, présente-nous un peu, t'es qui, de où tu viens, puis également, là, on pourra parler de ta mission d'entreprise, là. Eh bien, merci de m'avoir invité oser ouvrir ce sujet-là de la santé mentale, hein, parce que malheureusement, on en parle de plus en plus, mais encore un peu sur le bout des lèvres. Ben moi, je suis qui? Hein? Je suis une ancienne travailleuse sociale, donc j'ai été plus de 20 ans dans le réseau de la santé. Fait que la santé mentale, j'ai travaillé avec de près, de loin, dans tous ses angles. Puis, quand j'ai quitté le réseau, je faisais de la pratique privée pour me rendre compte que la plupart des gens qui étaient dans mon bureau avaient des grands défis au niveau du stress, l'anxiété, la dépression. Beaucoup de gens en arrêt de travail. Puis, je trouvais que mon impact n'était pas assez grand en ayant une personne à la fois dans mon bureau. Puis, j'avais l'impression de répéter sensiblement d'entendre les mêmes histoires, de répéter les mêmes outils. Fait que je me suis dit, je vais aller en entreprise ouvrir le sujet de la santé mentale. On était avant la pandémie. On ne parlait pas de santé mentale dans nos entreprises si on recule de 3 ans. Donc, c'était beaucoup de détaboutiser la santé mentale. Je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est vraiment l'idée, allons enlever les tabous, allons mettre d'éducation au niveau de la santé mentale. Et encore une fois, je trouvais que l'impact n'était pas assez. C'est génial d'ouvrir le sujet, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans nos entreprises aujourd'hui? On a lancé dans la cour des gestionnaires de prendre soin des employés de leur santé mentale. De 1, qui prend soin de nos gestionnaires, et de 2, comme gestionnaire, est où ma limite, puis comment je fais ça, puis comment je peux être supportée. Fait que c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, là, d'accompagner, à mettre la santé mentale de l'avant, d'avoir un langage commun, mais d'avoir des outils pour être capable d'en prendre soin aussi dans nos entreprises. Puis, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est parlé, mais qui est peu mis en action. Puis, tu sais, c'est fou, pendant cette semaine-là que l'épisode va sortir, il va y avoir probablement, je pense, c'est-tu Belle Cause pour la cause, où il va y avoir des actions. Oh non, les Belle Cause pour la cause, ça a été fait avant. Je pense que c'est comme en janvier, c'est comme leur journée. Tu sais, il va y avoir plein d'initiatives, on va en parler full, puis après ça, on dirait qu'on réenterre ça en arrière de nous autres, parce que c'est quelque chose qui est omniprésent, puis on en parlait avant de démarrer l'émission, mais que tant qu'il n'y a pas de problème, on le répare pas. C'est comme une maison qu'on le sait qu'il y a des petits problèmes à gauche, à droite qu'il faudrait réparer, patcher un peu les murs, mais on le fait pas parce que la maison, elle tient debout. Puis il y a une tempête, puis elle tombe pas à terre. Fait que, c'est un peu ça le parallèle à faire, là, que comment que les gestionnaires ou en fait les entreprises traitent la santé mentale dans leur entreprise. Oui, ben c'est vraiment, on en parle parce qu'on sait que c'est problématique. Là. Depuis 3 ans, on en parle, puis je veux dire, les statistiques sont horribles au niveau de la santé mentale dans nos entreprises. Les gens vont pas bien. T'sais, c'est 77% des Canadiens en ce moment qui ont un risque modéré à élevé de développer un problème de santé mentale.
là, Quand on même. commence à avoir ces dernières statistiques des dernières semaines. Là. Donc, c'est quand même assez élevé. Fait qu'on le sait, mais en même temps, c'est comme une patate chaude qu'on a l'impression, je pense, dans les entreprises, qu'il faut faire des grands changements pour l'attaquer, ce problème-là. Alors que non. C'est par des petites actions qu'on pourrait faire des changements pour un impact réel sur la santé mentale de nos employés. Est-ce qu'il y a une peur de se dire, ben c'est trop gros, il faudrait tout changer pour que ça fonctionne, donc on s'en occupe pas? Malheureusement, c'est pas la réalité. Puis en ne faisant rien, on amplifie le problème. Oui, 100%. Je vais laisser un peu la parole à Chloé, puis on a plusieurs sujets à traiter, mais première des choses, en fait, je vais peut-être étaler rapidement les sujets qu'on allait discuter pendant cet épisode-là. On a déjà 5 minutes de fait, on va se donner à peu près un autre bon 50-55 minutes devant nous. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut parler, le titre de l'épisode, c'est les mythes puis les réalités de la santé mentale en entreprise. Il y a comme 2-3 sujets principaux à couvrir. La première des choses, c'est moi qui vais en parler un petit peu plus, mais on dirait que c'est encore tabou. La santé, en fait, la santé mentale, point, c'est tabou, mais c'est encore pire pour les gestionnaires. Donc, on dirait que les gestionnaires doivent être les personnes solides, qui doivent tout connaître, puis qui doivent absolument être, comment je peux dire, les gardiens de la santé mentale, puis de prendre soin de leurs gens, mais on ne parle pas de la leur. Fait que, eux vont voir qui, puis quand on parle de dirigeants d'entreprise, eux vont voir qui également. Fait que, il y a comme ce sujet-là qu'on veut couvrir. L'autre chose, on a comme une couple de mythes puis de réalités qu'on aimerait faire du fact-check par rapport justement le mythe-réalité en entreprise là, par rapport à la santé mentale. Puis l'autre, je dirais, grand thème, grand sujet, on veut parler, en fait, c'est où commencer. Donc, en fait, on a des petites statistiques, on a des choses à discuter, de vulnérabilité, de santé mentale en entreprise, mais c'est où qu'on commence? Parce que ça peut être large de dire, c'est un problème, c'est un non-fact, on sent là, que c'est fragile en ce moment, mais comme je commence où? Je vais à quel endroit? Je consulte qui? Bon, à part, j'appelle Chantal. Là, mais c'est quoi les vraies actions qu'on peut entreprendre? Là? Fait que c'est un peu ça le but aujourd'hui. Puis ce podcast se veut très, je veux dire, entrepreneuriat, affaires et élargi. Puis pour moi, c'est un sujet qui est super important parce que, comme j'ai toujours dit, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais pour une entreprise de service comme la nôtre, notre ressource naturelle puis notre seule façon d'avoir des revenus, c'est les gens. Fait qu'en réalité, c'est comme si une entreprise qui vendait du bois puis avait du bois de mauvaise qualité puis il le retravaillait pas puis s'assurait pas de faire des quality checks puis d'avoir des contrôleurs, tu sais, c'est le même principe. Il faut s'assurer d'avoir des quality checks, du contrôle à l'interne puis d'être le mieux possible. Fait que, nous, c'est notre ressource naturelle. Pour une autre entreprise, des fois, c'est plus disposable, mais je pense que c'est pas la bonne façon de le voir. Donc, bref, plusieurs sujets à attaquer. On a fait un espèce de petit préambule de ton background. Chloé, peut-être que tu veux y aller avec une première question puis un premier sujet à approfondir. Ben oui, absolument. On en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, ton tagline, c'est vraiment de faire la santé mentale en entreprise une priorité. Pourquoi une priorité en entreprise? Beaucoup de gens, des fois, qui disent « Ouais, mais là, si on peut en parler à la maison, on n'a pas nécessairement besoin d'en parler au travail. » Pourquoi la santé mentale en entreprise spécifiquement? Et je pense que Jean-Philippe, tu viens de le nommer, là. Si les employés ne vont pas bien puis qu'ils partent en congé de maladie ou qu'ils sont présents, qui font du présentéisme, donc sont de corps physiquement présents au travail, mais que l'esprit n'est pas là, tu auras beau avoir plein de clients, là, si ta ressource naturelle n'est pas disponible pour accompagner tes clients, tu n'en auras pas d'entreprise. Fait que oui, il y a des problématiques qui viennent peut-être plus de l'extérieur du travail qu'on va ramener parce qu'on est tous des humains, puis c'est pas vrai que quand on passe la porte du bureau, nos problèmes personnels, on les laisse là, puis qu'on arrive au travail, puis qu'on fait comme si le reste n'existait pas. Fait que pourquoi en entreprise? Parce qu'on vient d'heure, on passe au travail par semaine. Puis si on n'a pas d'employés, on n'a plus d'entreprise. Ouais. Puis comme gestionnaire, tu l'as nommé aussi, l'enjeu, il est là, c'est au niveau des gestionnaires qui pensent qu'il faut être un super-héros, puis être toujours fort, puis être toujours capable de tout. Mais qui prend soin de ces gens-là? Parce que si eux autres non plus, ça va pas, ça va être difficile. Là. Fait qu'une priorité parce qu'on atteint beaucoup de monde par le milieu de travail. T'sais, quand on fait une action dans une entreprise, on atteint combien de gens? 10, 15, 20, 50, 200, 300. Ça peut être énorme l'impact qu'on peut avoir en faisant des actions différentes dans le quotidien. Mais je rejoins en fait ce que Chloé disait tantôt, puis on parle souvent de problème de santé mentale ou les difficultés que tu peux subir, tu caches ça un peu sur le tapis ou tu envoies ça à la maison. Fait que comment en fait tu fais pour en fait transgresser ou en fait je veux pas dire transgresser, mais rendre les deux homogènes, là, que le travail puis un peu la vie personnelle,
sois plus complémentaire dans l'optique que la personne, si elle fait du présentéisme, puis elle n'est pas là, puis elle file pas. Fait que, tu sais, c'est tough, là, parce que si la personne, exemple, elle va pas bien, tu sens qu'elle fait du présentéisme, tu sens qu'elle n'est pas là à 100%, tu peux pas aller la voir puis dire, je crois que tu as un problème de santé mentale. Ou que je crois que tu vis une période difficile, ou, tu sais, ou peut-être que ce serait la bonne question. Fait que, tu sais, justement, je te pose la question ouvertement, là, comment tu fais pour faire peut-être ces petits premiers pas-là pour rendre les deux embriqués ensemble, là? Maintenant, je pense qu'il va y avoir un langage commun dans l'entreprise, pour s'assurer que la santé mentale, ce n'est pas être malade. Nous avons tous une santé mentale qui est l'équivalent de notre santé physique. On nous a appris à prendre soin de notre santé physique. On a juste oublié de nous apprendre qu'on avait une santé mentale et qu'il faut en prendre soin. Fait que déjà, si on nomme que... Puis la santé mentale, c'est pas d'être jamais pas bien, là. Ça se peut qu'on ait des hauts et des bas, que ça soit plus difficile. C'est d'être capable de faire face à l'ensemble de ses rôles de vie. Ça commence à être plus difficile, mais comment on peut s'aider? Fait que, est-ce que dans l'entreprise, on est capable de parler facilement des défis qu'on vit? Puis ça commence par en haut aussi, par les gestionnaires, par les dirigeants d'entreprise qui osent être capables de nommer que ça va peut-être moins bien. Parce que si eux nous démontrent qu'ils vont toujours bien alors qu'on sait que c'est la catégorie d'employés qui va le moins bien en ce moment au Québec, c'est les gestionnaires, mais moi, comme employé, est-ce que je vais me permettre de dire que ça va moins bien? Fait que je vais faire du présentisme sans jamais rien dire. Puis comment on approche quelqu'un par la bonne vieille façon de « Hey, j'observe que tu vas peut-être moins bien ces temps-ci. Y a-tu quelque chose qui va pas? » De nommer des faits. Hey, t'es moins présent sur l'heure du midi. Donc, de nommer les changements qu'on observe. Qu'est-ce qui nous fait dire que l'autre pourrait aller moins bien? Avec des faits, pas être dans le jugement. Ça veut pas dire que l'autre va s'ouvrir. Mais s'il y a un employé, deux employés, des collègues qui ouvrent le sujet, peut-être qu'à un moment donné, je vais oser en parler si je me sens en sécurité pour le faire dans mon milieu de travail, là. Tu parlais, tu sais, moins présent pendant l'heure du dîner ou peu importe, là. Comment est-ce qu'on fait avec des employés qui sont à distance? C'est quoi les signaux ou un peu peut-être les portes d'entrée? Parce que c'est un petit peu plus difficile à flaguer quand la personne, mettons, a fait son travail, ben, sans plus, là, elle n'excède pas les attentes, mais elle rentre dans le cadre, mais quand elle est dans les rencontres, tu sens que peut-être elle est moins là. Fait que c'est quoi, mettons, à part le dire, le fait que je t'ai vu en présentiel, c'est quoi, je t'ai vu pendant les rencontres virtuelles puis pas à 100%? Comment tu peux voir ça? C'est, est-ce que des caméras fermées? Est-ce qu'il y a moins d'interaction avec les autres? C'est vraiment de nommer tout ce que tu observes. C'est le changement. Le mot-clé dans la santé mentale en entreprise, c'est le changement. Qu'est-ce qui était là avant qui n'est plus là maintenant? Ou l'inverse. C'est là-dessus que tu vas pouvoir t'appuyer pour le voir ouvrir la discussion. OK. Puis, je me dis aussi que si, effectivement, c'est difficile pour quelqu'un de mettre le doigt dessus puis qu'il ne sait pas comment l'aborder, juste d'ouvrir la discussion à « est-ce que ça va bien? » puis de vraiment le poser en attendant une vraie réponse puis en creusant un petit peu plus, sans dire « je pense que tu vas moins bien ». Peut-être que la personne va s'ouvrir aussi parce qu'il y a peut-être personne qui lui demande parce que justement, on est à distance. C'est bien souvent, les gens, je pense que si on prend le temps, ils vont quand même, ils vont s'ouvrir. Fait que ça peut faire du bien juste de le demander tout court, là. Ouais. Fait que, cool. Puis j'avais une autre question par rapport à ça. Justement, Chantal, je me dis, une entreprise qui, plus at large, veut entamer le pas dans le fait d'avoir un discours qui est ouvert par rapport à la santé mentale dans l'entreprise, puis que c'est pas trop par où commencer parce que, mettons, disons, ça a juste jamais été abordé, il n'y a jamais eu de formation, il n'y a jamais eu... Il y a jamais personne qui a pris la parole pour dire c'est important pour nous puis on veut s'assurer que vous allez bien. Par où on part en tant qu'entreprise sans que ce soit, mettons, pour régler une situation ou un problème ou quelqu'un qui va pas bien? Oui, puis je pense que tu nommes l'idée, c'est qu'on veut pas attendre qu'il y ait un problème. Idéalement, on veut le prendre avant. Mais c'est de commencer par dire exactement ce que tu as dit. Pour nous, la santé mentale devient une priorité. On veut prendre soin de vous. Donc, on commence juste par ouvrir le sujet, dire qu'on va en parler de plus en plus. Après, c'est ma façon de fonctionner, mais de dire, là, on va avoir un langage commun. Tu vas se dire, c'est quoi? On va démystifier c'est quoi la santé mentale, stress, anxiété. On a enlevé les mythes qui tiennent encore la route avec ça pour aller déconstruire tout ça. Se donner des outils communs en équipe pour prendre soin de notre gestion du stress, par exemple. Puis, simplement changer le début de nos réunions d'équipe. Okay. Le fameux « comment ça va », on va se le dire, là. Si je croise quelqu'un dans la rue, « comment ça va bien », l'autre est parti, puis c'est fini. On répond pas tant de façon authentique à cette question-là. Mais si on faisait juste changer le début de nos réunions par exemple, en lien avec la météo, vous vous sentez comment? Plutôt ensoleillé, nuageux, passage nuageux, orageux. C'est pas menaçant. Je peux juste dire comment je vais. Je suis pas obligée d'établir, d'expliquer le pourquoi du comment, mais déjà, j'ai un pouls de mon équipe. Si j'ai quelqu'un que ça fait comme 2, 3, 4 semaines qui me dit nuageux, est-ce que je peux prendre le temps d'avoir une petite jasette avec cette personne-là? Fait que des petites actions, là. Puis c'est un super bon point. J'ai été justement
à l'automne, j'étais invité comme conférencier, en fait, comme panéliste là, par les affaires. Là, on parlait de la semaine de 4 jours. Puis, bon, il y avait des sujets qui traitaient d'autres trucs. Puis pendant la journée, les gens parlaient de santé mentale. Puis d'ailleurs, tu vas animer le prochaine édition là, que Chloé participera d'ailleurs, là, qui va être, je crois, au mois de mai à propos de la santé mentale. C'est mai ou juin, c'est quand? C'est en avril. Ah, c'est avril, bon, ça s'en vient bien plus vite que je pensais. Donc, pendant cet événement-là, bon, c'est le même. Quand j'étais à l'automne, j'ai entendu des gestionnaires d'entreprise me dire ouais, mais moi, là, arriver avec comment vous filez, puis mettre des nuages, puis des ci, puis des ça, tu sais, ça fait enfantin, ça fait maternel, ça fait on infantilise mon staff. Puis je l'ai entendu comme quand même à multiples reprises. Donc, c'est quoi un peu ta réponse par rapport à ça? Mais OK, si les nuages, ça fonctionne pas, c'est quoi qui pourrait fonctionner? Parce que les gens ne s'ouvrent pas. Fait que, tu sais, si tu trouves ça infantilisant, comment tu fais pour avoir le vrai pouls de tes employés? Demande-leur comment ils veulent. Parce que, tu sais, bon, moi, je parle de météo, mais avec des équipes, on demande est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est des signes de la construction? Qu'est-ce que vous voulez utiliser? Okay. Parce qu'on veut vraiment avoir le vrai pouls. Fait que qu'est-ce que tu trouves infantilisant? Est-ce que tu as peur de ce qui va ressortir et tu sais pas quoi faire avec? Je pense que la vraie raison est souvent ça. Okay. Parce que là, si je vois que ça va pas dans mon équipe, là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je vais devoir faire avec ça si j'en suis conscient? Ouais, fait que les gens se donnent une raison, en fait, pour dire que c'est infantilisant juste parce qu'ils disent « Ouais, mais moi, je ferais pas ça. » là. Ben, moi, je pense qu'il y a un malaise à le faire parce qu'on sait pas quoi faire avec ce qui va sortir. Puis avec raison, parce que quand tu es gestionnaire, t'es pas intervenant. Le but, c'était pas ça. Puis le but n'est pas de rendre les gestionnaires intervenants non plus, attention, là. Mais ça se peut que tu sois pas à l'aise. Moi, je l'entends, là, je pose pas la question parce que je veux pas la réponse. Je l'entends encore en 2023, là. Ouais. Il manque d'outils. Puis, je tiens à mentionner aussi que, tu sais, nous, par exemple, chez Rablab, notre première étape, on a toujours été très ouverts, je pense, par rapport à notre relation avec notre monde et tout ça, l'accessibilité de nos gestionnaires. Mais notre première étape vraiment concrète par rapport à la santé mentale, ça a été une formation avec toi qui, je pense, a vraiment marqué tout le monde chez Rablab parce que, justement, comme tu disais, ça nous a permis de mettre des mots, parler de termes précis, puis de s'ouvrir entre nous. Les gens qui étaient à l'aise se sont ouverts, puis je pense que ça l'a vraiment fait du bien à tout le monde de se dire « Ah, crime, OK, moi, peut-être, j'ai un peu de stress par rapport à ça, je vis de l'anxiété, mais mon gestionnaire aussi a envie, puis je le savais pas, puis maintenant, je sens que je suis capable d'en parler parce que lui aussi a envie. » Fait que j'ai vraiment trouvé que c'était le fun, ce moment-là d'ouverture entre collègues, gestionnaires, peu importe, tout le monde est juste arrivé de façon ouverte à ce meeting-là. Je trouve que c'est vraiment un beau point de départ. En tout cas, nous, ça nous a été bien utile, en tout cas. Ben, oui, mais je pense que oui, parce que, c'est quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec des vrais faits, là, avec une expertise réelle de c'est quoi la santé mentale. Ça prend une personne qui ose s'ouvrir pour qu'on se dise, OK, si on peut en parler sans avoir de conséquences. On veut parler de sécurité psychologique, mais c'est ça, la sécurité psychologique, c'est de me sentir en sécurité dans mon milieu de travail pour nommer tout ce que j'ai à nommer sans avoir peur des conséquences qu'il pourrait avoir. Fait que si je vois que dans une réunion, dans une formation, quelqu'un qui ose lever la main, nommer des défis, puis je vois qu'il n'y a pas de conséquences, je suis en train de créer mon climat de sécurité psychologique. Oui, absolument. J'aimerais en fait faire peut-être du pouce là-dessus, parce que là, on parle de l'entreprise de façon élargie, là, puis je pense que c'est ça le but, là, on a comme franchi la première étape, là, de faire quelque chose, puis de justement que ce soit faire venir quelqu'un ou d'annoncer nos couleurs en disant que maintenant on allait être plus, mettons, à l'écoute ou du moins trouver des signaux, une façon de se parler. Donc, ben là, on ouvre la porte, puis tous les gens commencent peut-être, mettons, à l'ouvrir, pas l'ouvrir nécessairement. Bon, ça peut être variable. Comment est-ce qu'on établit le suivi de ça? Parce que, tu sais, souvent, je remarque que c'est des sprints là-dedans. Là. Tu sais, les gens, c'est comme « Ah ouais, c'est vrai, hein, là, ça semble être difficile, puis total, on consulte quelqu'un, on met une petite politique en place, puis là, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, ça s'efface. » Donc, c'est quoi comment est-ce qu'on fait pour avoir du contrôle, du suivi, que justement, que ça tombe pas entre deux chaises dans l'entreprise? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ce volet-là? Dépendamment de la grossesse d'entreprise, les comités de prévention et tout ça, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est nommé, qui va mettre des actions avec un plan annuel? Parce que c'est ça, tu l'as dit, là, puis on va le voir avec la semaine de la santé mentale, il va y avoir plein de conférences, plein de si, mais il se passe quoi le reste de l'année? Ouais. Ça fait pas tant de sens. Fait que c'est quoi notre plan annuel qu'on met, des actions régulières? Sinon, tu sais, c'est pas juste pour moi, la santé mentale en entreprise, c'est une responsabilité partagée. Une partie qui appartient à l'employeur, mais une partie qui appartient aux employés aussi. Fait que c'est quoi la part des employés, comment on prend soin de soi, puis comment on prend soin de soi entre collègues aussi.
Pour moi, la santé mentale, c'est pas une question où le gestionnaire doit mettre des actions en place ou le dirigeant d'entreprise. Là. C'est en équipe comment on fait pour prendre soin de soi. Fait qu'on va l'établir ensemble. Il n'y en a pas de recette. Hein. Moi, je crois pas à la recette qui fonctionne dans toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui est pareille. Je vois pas pourquoi la recette fonctionnerait partout. Mais c'est vraiment, après ça, par des petits, juste le comment ça va, puis d'être juste de plus en plus à l'aise à être capable de faire face à cette détresse-là. Fait que c'est de s'outiller de façon régulière, puis de faire... Moi, ce que je fais dans les entreprises, c'est on prend les groupes de gestionnaires, j'outille les personnes, puis je vais revenir 3 mois après dire comment ça a été avec les outils que je t'ai donnés. Parce que là, tu sais, je t'ai pas demandé de changer le tableau de classe dans la salle de conférence. Là. Je te demande de faire des relations humaines que tu n'es peut-être pas habitué. Fait que je reviens 3 mois après dire comment ça a été, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, avec quoi tu es à l'aise, on pousse là-dessus, puis comment on peut améliorer le reste. Fait que ça prend un plan d'action général sur les actions qu'on va mettre en place. Puis après, vous en avez, entre autres, chez Rablab, plein d'actions dans le quotidien que vous faites pour prendre soin de vous quotidiennement. C'est vraiment... Je pense que si on a la vision que notre priorité devient la santé mentale, que nos employés est notre priorité numéro 1 avant tout le reste, bien, les initiatives vont arriver d'eux-mêmes. Puis, je te pose une question par rapport à ça qui m'a déjà là, plané dans la tête. Mais est-ce que le fait de dire, mettons, on va prioriser la santé mentale, c'est comme, faisons de ça une priorité, puis, tu sais, on porte le flambeau puis le drapeau haut et fort que ça nous intéresse, est-ce que ça peut laisser présager le doute ou est-ce que les gestionnaires pensent que ça peut laisser présager le doute qu'il y a des problèmes puis qu'on essaie de régler les problèmes? Tu sais, moi, j'ai toujours eu un peu cette perception-là de l'extérieur. En fait, non pas de l'extérieur, mais de moi envers moi-même, là, si on veut, là, que hey, si on dit à tout le monde, hey, tout le monde, on va parler de ça, puis on va faire venir quelqu'un, puis là, tu sais, comme c'est important, puis est-ce que le message que le monde peut peut-être recevoir, c'est ouais, ça va mal, puis essayer de régler de quoi, ou quand la démarche est, comment on dit, genuine en anglais, tu sais, quand la démarche est comme est volontaire et sincère, tu sais, est-ce que c'est vraiment bon? Fait que, c'est quoi ta perception de ça? Mais moi, je pense que c'est la façon dont c'est apporté, tu l'as nommé. Si c'est vraiment senti puis que c'est une réelle priorité, parce qu'idéalement, on veut faire des actions avant qu'il y ait des problèmes, là, on l'a nommé tantôt. C'est un sujet à la mode, on va le dire comme ça. Là, depuis 3 ans, on parle beaucoup de la santé mentale. Bon, maintenant, on a été conscientisé et on est conscient que vous êtes notre priorité, on veut faire autrement. C'est vraiment dans la façon de l'apporter. Mais en tout cas, moi, quand je vais en entreprise, je ne sens pas qu'ils disent enfin, parce qu'il y a un problème, ils vont s'en occuper. Je sens pas ça. OK. Fait que ce serait peut-être un mythe là, que les personnes qui pensent qu'il y aurait un frein à en parler parce qu'il y aurait une mauvaise perception des gens, c'est potentiellement pas là. Mais moi, je pense que c'est pas là. Et non seulement tous les milieux dans lesquels je suis passée, là, peu importe le type de milieu, tout le monde est content. Ce que j'entends, c'est enfin, on ose nous parler de santé mentale. C'est le discours dans tous les milieux de tout type. Là. On veut en entendre parler. On veut être outillé par rapport à la santé mentale. Puis, ça me fait beaucoup penser au greenwashing aussi, là, ce qu'on parle, dans le sens que c'est un terme maintenant qui est à la mode, puis tant mieux s'il y a le plus de monde possible qui en parle. Il doit y avoir un terme équivalent, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire selon toi pour éviter le piège de tomber juste dans le check, j'ai parlé de santé mentale, j'ai fait des posts sur mes réseaux sociaux, that's it, that's all. Est-ce que il y a des trucs à éviter à ne pas faire selon toi pour pas tomber là-dedans? Mais moi, je pense qu'une action une fois par année, c'est un piège. Parce que là, tu l'as nommé, là, c'est check, je l'ai fait, on a bonne conscience comme entreprise, on parlait de santé mentale, alors que par la suite, la charge de travail fait pas de sens, les discussions sont pas ouvertes, tu peux surtout pas venir me parler si tu as des défis, puis si tu arrives en retard parce que tu as un défi X, Y, Z, ben il y a des conséquences, ça fait pas de sens. C'est comme autant les actions dans le quotidien du travail, dans toutes les exigences qui concordent avec le bien-être de nos employés aussi. Mais tu l'as nommé, si on fait une action par année, c'est le fun, là, c'est beaucoup mieux que rien, puis on peut peut-être sensibiliser. Mais si ton intention est de sensibiliser tous tes employés, ben une fois, ça sent au niveau des employés aussi. C'est comme, ben c'est la semaine de la santé mentale, on a quelque chose, mais le reste de l'année... C'est comme avoir des cours de yoga sur l'heure du midi, qui finit à 1h moins 2, puis qu'à 1h, il faut que tu assis à ton bureau. Ouais, c'est ça. C'est beau, là, mais en même temps, ça, dans le contexte, ça fait pas de sens. Ouais. Fait que c'est d'être cohérent à travers toutes ces actions, dans le fond. Là. Ouais. Parce que c'est comme, mettons, les entreprises qui dépensent de façon disproportionnée, mettons, justement, tu parlais de greenwashing tantôt, là, dépensent de façon disproportionnée en polluant la planète, puis en faisant peu importe, mais disent, mais c'est pas grave, je vais m'acheter des crédits carbone ou je vais faire des dons à des organismes qui, eux,
ben, c'est comme, ça te fait juste bonne conscience le temps que tu fais ton chèque parce que le reste de l'année, tu fais aucun effort pour essayer d'avoir une certaine réduction, là. Fait que, c'est la réduction de tout, ou en fait, l'amélioration de tout sur l'année qui fait une différence, pas juste comme ce pic de travail-là ou ce pic de conscientisation-là le 1er au 7 mai 2023. Là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un peu l'expression, puis là, je cherche depuis tantôt, là, les actions suivent les babines, quelque chose de même, là. Ouais, les bottines suivent les babines. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Fait que c'est un peu ça, mais des dirigeants qui commencent eux-mêmes par faire des actions pour prendre soin d'eux, pour te donner l'exemple. Ça doit partir. Fait que quand tu demandes c'est quoi dans le quotidien, mais c'est ça. Il faut que le discours soit cohérent à partir d'en haut dans les actions posées, pas juste au niveau du discours. Hey, on est présentement à la moitié du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Assurez-vous de nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et même TikTok. Abonnez-vous également à notre infolette. On donne toujours du super bon contenu, pas de spam promis. Je prends également un moment de pause pour vous mentionner que le meilleur est à venir. Dans la deuxième partie, Chantal va nous donner les 4 meilleurs trucs pour être capable de déceler les problèmes de santé mentale ou les signes précurseurs en entreprise. Également, on va parler aussi du milieu des agences. On va parler du BEC. On va parler aussi du milieu des agences at large au Québec et les risques aussi de santé mentale de cette industrie-là. Donc, le meilleur de la discussion est à venir. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Ben, quel segue incroyable vers un de mes sujets qui est un peu plus loin, que je vais tout de suite prendre, puis après ça, on pourra revenir à nos autres choses. Une des affaires que je voulais parler pendant le podcast, c'est ben justement, tu sais, la vulnérabilité des entrepreneurs ou des dirigeants ou des gestionnaires, peu importe. Et ben, on associe toujours Nicolas Rabouille à l'automne, dans le fond, justement, à la journée Les Affaires, là, qu'il y a eu l'espèce de panel, bon, on parlait de différentes choses. C'était en fait, Les Affaires sortaient leur magazine en même temps, là, une espèce de cahier spécial qui parlait de santé mentale puis de plein de différents trucs. Et un des articles, c'est Nicolas qui l'avait écrit avec un journaliste. C'était « Il y a trop de tabous et de façades dans le monde des affaires ». Et justement, une des choses qui mentionne, en fait, l'espèce de prémisse au début, là, Nicolas Rabouille est autodidacte, titulaire d'un DEP en mécanique automobile, ne s'en cache pas, il souffre de problèmes d'anxiété chronique depuis 7 ans. Puis après ça l'explique que pendant qu'on a parti Rablab, puis tu sais qu'il y avait beaucoup de pression, c'était très stressant, tu sais, Nicolas comme consulté pour essayer de s'en sortir, puis il a comme tombé dans l'alcool, dans les facilitateurs pour un peu régler ce qui était en surface, les problèmes de la santé mentale. Puis bon, il y avait comme plein de différentes choses qui expliquent dans cet article-là. On pourrait le mettre dans les commentaires de l'épisode. Et quand cet article-là est sorti, la quantité de gens chez Rablab et de l'extérieur qui sont venus voir Nicolas pour y en parler, c'était absolument phénoménal. Ça m'a scié les deux jambes. On l'a sorti l'article, puis on l'a envoyé, tu sais, comme on a un Slack, là, comme 98% du monde. On l'a envoyé sur Slack, puis Nicolas, tu sais, on se parle tous les soirs, là, littéralement, là, 6 soirs sur 7 dans la vie, là, 52 semaines par année. Puis le soir, il me dit, ça n'a aucun bon sens. J'ai comme 14 employés qui sont venus me voir aujourd'hui, à l'automne, pour me dire « Hey, ce que tu as dit, je trouve ça incroyable, ça montre de la vulnérabilité, je ne savais même pas que tu as passé à travers ça. What the fuck, en telle année, tu es arrivé telle... » Puis on dirait que ça a créé une proximité avec les gens au lieu de créer cet effet-là de « Ah, tu sais, Nicolas, il est faible, puis il s'avoue vaincu dans des problèmes de santé mentale. » Fait que ça a tellement ouvert la discussion. Puis après ça, on a comme pris un peu la tournante. Ben, en fait, on a toujours été très transparent, là, puis c'est d'ailleurs une de nos 4 grandes valeurs, mais on a décidé de mettre ça encore plus un point pivot, puis de forcer un peu les gestionnaires parce qu'on en a quelques-uns chez Rablab par département. T'sais, on a mis encore plus la note pour dire c'est important cette vulnérabilité-là, parce que justement, les gens se retrouvent à travers ça. Fait que, tu sais, Nicolas a vécu ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui le font pas, puis ça a peut-être l'effet inverse. Fait que, tu sais, ma question un peu pour toi, c'est Nicolas a fait ce type d'action-là, mais tu sais, c'est propre à sa personnalité. Si les gens qui nous écoutent, ou toi, si vous le connaissiez très bien, 2 bières, une soirée, puis tu sais toute sa vie de comme naissance à 33 ans en intégrale. Fait que, tu sais, il est très ouvert comme personne. Mais pour quelqu'un qui se sent moins ouvert, un gestionnaire ou un dirigeant d'entreprise qui est plus timide, tu sais, qui a moins de facilité à communiquer ces choses-là, comment est-ce qu'on fait justement pour paraître plus vulnérable, plus accessible, puis que les gens fassent comme « Hey, c'est vrai, c'est correct, lui ou elle a fait le premier pas dans cette direction-là, puis c'est correct aussi que j'emboîte en arrière. » là. En fait, il y a plusieurs choses. De un, je pense que Nicolas, ce qu'il a fait, c'est
prendre la voix pour plusieurs dirigeants d'entreprise qui n'osent pas le faire, parce que ce qu'ils vivent comme réalité, c'est la réalité, je vais oser dire, d'à peu près 99% des dirigeants d'entreprise, mais on n'ose pas en parler parce qu'on est des super-héros. Puis il faut tenir le fort, puis si on démontre... parce que le mythe en arrière de ça, c'est si comme dirigeant d'entreprise, je démontre que j'ai des défis, la base va devenir insécure. Alors que c'est pas ça. De raconter son histoire comme il l'a fait, tu l'as nommé, tout le monde ne peut pas le faire. Est-ce que je peux juste nommer qu'il y a des journées que c'est moins facile? Qu'il y a des journées que je suis plus dans le stress? Puis quelles sont les actions que je mets en place pour prendre soin de moi? Ça peut être juste ça. De dire, aujourd'hui, là, la période qu'on passe, pour moi, c'est vraiment difficile. Juste d'oser dire que c'est pas tout le temps parfaitement. C'est impossible. Il n'y a aucune personne sur la Terre qui peut être 100% du temps super bien. Ça n'existe pas. Fait que, osons juste nommer des défis du quotidien, des petites choses, peut-être qu'au début, si je suis vraiment pas à l'aise, un petit détail. Aujourd'hui, je suis plus stressée, je suis plus fatiguée. Juste ça. On veut des humains dans nos entreprises, pas des robots. Hein. Surtout les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise, là, que, comme tu l'as dit, là, moi, j'ai toujours l'impression que depuis 1er mars 2016, il m'a poussé une cape dans le dos, puis il y a comme dans des jeux de vidéo, là, il y a ce semblant d'invincibilité-là qui vient avec l'entrepreneuriat qui est absolument archi-faux. Puis je trouve ça difficile par bout parce que on dirait qu'il n'y a comme pas de répit, puis le seul répit, c'est quand tu vends ou tu prends ta retraite. C'est comme il n'y a aucun répit, là, puis il y a cette espèce de sentiment-là d'infatigabilité, je sais pas si ça se dit, là, mais comme t'as du jus à vitam aeternam, là, ça ne peut pas arrêter. Puis la pandémie a été extrêmement exigeante mentalement, puis extrêmement aussi difficile sur le mental et le physique. Là. Puis on sort de là, puis on est comme, là, on tombe dans une grosse récession économique, puis ça fait mal en ce moment et à notre équipe et à nos clients, parce qu'on est les deux pieds dedans, puis les Canadiens ont moins de sous dans leur poche. Puis là, comme personnellement, on a de la pression. Puis là, comme entreprise aussi, on a une pression parce que c'est plus difficile. Fait que c'est comme tous ces facteurs-là, cruncher à 2-3 ans aussi, pas facile. C'est un méchant quand même, comment je pourrais dire? C'est un méchant combinaison. Là, c'est un beau cocktail, mettons. Là. Oui, puis en fait, tu nommes là, les dirigeants d'entreprise. Là, je suis pas sûre à 100% de ma statistique, là, mais je pense que en ce moment, d'ici 10 ans, 22% des dirigeants d'entreprise veulent vendre leur entreprise. Puis la raison, c'est l'épuisement. C'est énorme, là. C'est plus qu'une personne sur 5 comme dirigeant d'entreprise que dans les 10 prochaines années, ils veulent vendre leur entreprise. Pas parce que ça fonctionne pas parce qu'ils n'aiment pas ça, parce que c'est trop lourd, mais on n'ose pas en parler. Il n'y a pas beaucoup de groupes d'entrepreneurs qui existent, point, pour oser parler en toute vulnérabilité de ce qu'on vit. Au-delà de... On prend toutes là, des cours de comptabilité, de marketing, de plein d'affaires quand tu es entrepreneur, quand tu es dirigeant d'entreprise. Mais le volet santé mentale n'est pas abordé nulle part. Puis, selon moi, c'est une grosse lacune parce que c'est énorme comme statistique. Là. Puis, je te pose une question. Là. Je m'excuse, je ne veux pas t'accaparer les questions, mais on dirait que ça me bouille dans la tête. Mais c'est-tu la conséquence, puis là, je vais très large dans ma question, là, mais c'est-tu la conséquence aux médias sociaux? Tu sais, dans le sens que avec l'avenue des médias sociaux, depuis, on s'entend, plus d'une décennie maintenant, là, ça a créé le sentiment que tout est parfait de l'extérieur. Puis tu sais, je nommerai pas, évidemment pas personne, mais je vois les amis d'amis ou des amis ou les amis de ma copine qui vivent plein de difficultés à la maison, puis que c'est difficile, puis leur enfant, il arrive ça, puis il arrive telle affaire à l'école, puis il arrive telle affaire au travail, puis là, c'est comme, hey, check le hiking qu'on a fait en fin de semaine à Bromont, c'était malade, le petit verre de vin sur le mont sur le sommet, puis qui sont malheureux comme pas possible à la maison. Fait que, tu sais, c'est ce front-là qu'on a mis de l'avant sur les médias sociaux au plan personnel, que là, ça vient comme un peu teinter notre façon de travailler aussi en entreprise? Mais je pense que ça fait vraiment du sens. Puis on n'arrête pas de dire arrêtez de comparer à ce que vous voyez sur les médias sociaux. Tu l'as nommé, c'est un front. Là. C'est pas la réalité. Mais on le voit beaucoup chez l'entrepreneur aussi. C'est valorisé de travailler 70 heures par semaine quand tu es entrepreneur. Ouais. Je veux dire, alors que ça fait pas de sens. Fait que, les gens le disent, j'ai travaillé beaucoup, il faut travailler beaucoup pour réussir, alors que c'est pas ça la réalité. Mais je pense que la pandémie a permis d'ouvrir ce sujet-là, même chez les dirigeants d'entreprise. T'sais, on en voit de plus en plus des gens comme Nicolas qui vont oser s'ouvrir sur qu'est-ce qu'ils vivent. Puis plus les gens vont le faire, plus on va enlever justement tous ces mythes-là au niveau de l'entrepreneur. Puis je pense que
c'est Carey Price qui est sorti il y a 1 an, 2 ans aussi. C'est plus il y a de personnalités publiques qui vont oser nommer là, que l'espèce de super-héros, je reviens tout le temps à cet exemple-là, il n'existe pas dans la vraie vie. L'exemple que j'aime souvent donner, c'est n'importe quelle industrie qui a des machines, là, va arrêter les machines de temps en temps pour les huiler, les ajuster. On fait pas ça avec nous-mêmes, avec notre corps, ça fait aucun sens. Fait que comment je peux faire autrement? Parce que pourquoi on ralentit pas? C'est parce qu'on a peur que notre entreprise aille moins bien. Il faut juste réfléchir à faire autrement. Effectivement. Je pense que ça peut être vraiment bien aussi en tant que gestionnaire, entrepreneur, peu importe, d'utiliser aussi les moyens que l'entreprise met à la disposition des employés. Tu sais, de un, ça te permet de tester, voir est-ce que tu es satisfait par ce qui est offert par ton entreprise. Puis sachant que les gestionnaires, les hauts dirigeants ont souvent encore plus de problèmes, je pense que ça peut être vraiment bien de se dire « Hey, je vais l'utiliser mon PAE, je vais l'utiliser la ressource qu'on a mis en ligne, je vais aller voir. » Puis ça peut être juste pour tester, pour voir si on trouve ça le fun pour nos employés, mais pour nous en même temps aussi, je trouve que de pouvoir dire « Hey, oui, je l'ai testé la plateforme, c'est vraiment cool, je vous la conseille. » Wow, là, tu te dis en tant qu'employé, OK, c'est le fun. JP, il est allé l'utiliser puis il est capable de m'en parler. Je pense que ça peut être vraiment le fun aussi de faire ça. Tu sais, nous, on a eu beaucoup de discussions là-dessus à l'interne aussi sur, tu sais, le droit à la déconnexion, tout ça qui est comme, il y a des employés que ça leur fait vraiment plaisir puis qui sont contents des fois d'envoyer un message Slack à 8 heures le soir ou JP et Nick qui vont être en meeting plus tard puis qui vont nous envoyer un message. Mais la limite, elle est où? Puis c'est quoi le stress puis l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un d'autre? Puis je pense que c'est important, en tant qu'entreprise, de s'imposer des limites. Même s'il y a personne qui chiale, même si tout le monde semble dire que c'est correct, je pense qu'il faut que l'entreprise prenne position là-dessus puis se dise « Faut faire attention à nous. » Fait que voici les limites de l'entreprise par rapport à ça. Fait que, ouais. Puis tu nommes la déconnexion, c'est tout un enjeu au niveau de la santé mentale. Parce que t'es pas obligé de me répondre, mais en même temps, c'est rentré, on a toutes nos applications sur nos téléphones, je vais-tu pas répondre? Mon gestionnaire m'a écrit, ben pourquoi je répondrai pas? Ah, ça sera pas long. Ça va beau prendre 2 minutes, ça l'a cassé, tombé de je prends soin de moi, je suis avec ma famille, tu sais, j'investis dans d'autres sphères de ma vie. Là. Ouais. Exact. Puis même quand tu réponds pas, juste de l'avoir lu, moi, c'est bousillé, là. Si j'ai vu le message rentrer de quelqu'un toute la nuit ou toute la soirée, ça va rester là, tu sais, dans le fond de ma tête. Fait que, ouais, je pense qu'il faut vraiment faire attention, puis... on n'est pas conscient de l'impact que ça a sur nous, parce qu'on est rentré dans cette roue-là, puis on est dedans, on voit pas l'impact. Et quand tu dis, c'est à l'entreprise à dire, ben voici nos balises à nous, parce qu'on veut prendre soin de vous. Donc, je dis n'importe quoi, après 6 heures, il n'y a plus de courriels qui sont envoyés, ils seront programmés et envoyés demain matin. Ça se peut comme employé, je dis, moi, ça me dérange pas de les recevoir le soir, mais quand ça va faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois que j'en sois pas, je vais peut-être voir comment je suis plus ressourcée le lendemain matin parce que j'en ai pas eu, parce qu'on est rentré, on s'est mis le bras dans le tordeur avec toutes les applications et tous les messages qui sont envoyés tout le temps, qu'on s'en rend pas compte l'impact que ça a sur nous. Effectivement. Puis, tu sais, il y a de quoi aussi, je pense, primordial, puis en fait, fondamental dans tout ça, c'est quoi la priorité de l'entreprise ou en fait, c'est quoi qu'on veut vraiment? Puis l'année passée, on est passé à une semaine de 4 jours de travail. Donc, à partir de l'été, le Rab Lab tombait en semaine de 4 jours. Plus, on est devenu B Corp, puis plein d'autres initiatives qu'on a faites. Puis, bon, j'ai fait une couple d'entrevues mix de radio, journaux, puis tout ça. Puis, j'ai donné ce message-là, puis on dirait que le monde, quand il entendait ça, il disait comme « Mon Dieu, que ça a l'air simple, mais on y pense pas trop. » Ben, ça dépend, c'est quoi tes priorités. Tu sais, moi, j'ai des amis là, qui sont en mode de start-up, qui lèvent des rondes de financement, puis qu'ils sont dans des venture capital à Toronto à longueur de semaine pour avoir des millions de dollars, puis que le monde doit travailler comme des forcenés. Eux autres, là, quand tu leur parles de santé mentale, puis de bien-être, puis tout ça, là, c'est comme, tu veux-tu me foutre la paix avec ça? Là? On est comme en mode, on go to the moon, puis tu sais, c'est comme time is crucial, time is money. Fait que ça résonne pas avec eux. Donc, eux prendront jamais action. Puis je pense que aussi on a les gens qu'on mérite, dans le sens que, tu sais, si tu t'annonces tes couleurs à l'embauche, puis comme, hey, ça va être dur, puis, tu sais, il va y avoir évidemment peut-être des surcharges de travail, puis que, tu sais, mais par exemple, il y a un appât du gain, un gain financier, ben, tu sais, je pense qu'il y a des gens peut-être qui se plaisent là-dedans puis qui veulent aller là. Puis je dis pas que c'est sain nécessairement, mais tu sais, quand tu es en connaissance de cause puis que c'est clair puis que c'est cohérent dans ta trame de, je vais dire, d'embauche, ta trame de comment tu traites tes employés, mais c'est correct. Je pense où qu'il y a un réel problème, c'est quand sur le CV, c'est comme table de baby-foot, la machine à fût à 3 heures le vendredi, le ci, le ça.
puis que le monde travaille jusqu'à 19h le soir, puis que les courriels s'envoient le dimanche, puis que puis que ça n'arrête pas. Fait que c'est ça le problème, c'est donner cette illusion-là que ça va être ça, parce qu'on va attirer des gens, mais que dans la réalité, on traite notre monde un peu comme de la scrap. Là. Puis c'est ça, en fait, c'est que si les gens sont omnibulés par que les profits, que la croissance, que la growth, ben, c'est comme so be it, là, c'est correct, mais comme pousse dans cette direction-là, puis attire les gens. Mais si, nous, notre trame narrative, c'est vraiment, on veut donner les meilleures conditions de travail en agence au Québec, puis mettre justement santé mentale puis bien-être au travail au centre de nos priorités, mais comme on fera pas travailler le monde 6 jours par semaine, puis en leur demandant 70 heures de job en 40 heures. Fait que, je pense que c'est aussi d'être cohérent à la base, là, à la racine, là, l'essence même de l'entreprise. Là. D'être honnête envers soi-même comme dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce que je veux? C'est les profits, mais je ne vais pas aller faire miroiter d'autres choses. Puis si c'est ça, je m'attends à ce que d'ici quelques années, tout le monde craque. Il faut avoir cette conscience-là. Puis je comprends ce que tu dis, tu sais, quand tu es dans le startup et tu es là-dedans, je pense que même si tu ne veux pas l'entendre, que la santé mentale, c'est important, il faut quand même en parler parce qu'à un moment donné, tu vas avoir une lumière qui va allumer. Puis peut-être avant qu'il soit trop tard. C'est quoi mes signes? C'est comment je suis capable de reconnaître? C'est une espèce de tableau qui a été créé extraordinaire par la Commission de la santé mentale. Un tableau là, vert, jaune, orange, rouge, avec des signes. Ouais. Même là, si je suis comme dans la performance, je peux tout de temps en temps regarder où est-ce que j'en suis rendu. Que ça va de moins en moins bien. J'ai entendu une fois le discours, peut-être qu'il m'impacte pas maintenant, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, 3 ans, quand mon conjoint va me dire « Hey, t'es drôlement irritable, c'est vraiment tough. » Je vais peut-être faire des liens avec ce que j'ai déjà entendu dans le passé. Puis, je pense que tu l'as bien dit, JP, je pense qu'il faut adapter notre discours à notre public aussi. Là, je me dis, s'il y a des employés ou des gestionnaires qui écoutent ce podcast-là puis qui se disent, je sais pas comment sensibiliser mon patron qui est peut-être justement axé sur la profitabilité, ben ça peut être ça le discours. Parce qu'un employé qui quitte en arrêt de maladie ou qui quitte pour burn-out, pour changer de défi, ça coûte très cher à une entreprise aussi. Fait que je trouve qu'il faut adapter notre discours à la personne à qui on parle, puis ça peut être un argument, ça aussi, de parler de profitabilité, mais si tu veux être performant en tant qu'entreprise, ça te prend des gens en santé. Si ton monde n'est pas en santé, ça va te coûter très, 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 très cher. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a, oui, il y a l'aspect bienveillant, mais si l'aspect bienveillant fonctionne pas, il y a l'aspect monétaire aussi qui est là, puis qui est un bon argument. Ah oui, c'est vraiment comme ça qu'il faut parler à certains dirigeants, puis les chiffres, ils parlent, là, c'est 14 000 un arrêt de travail. C'est 18 000 le coût moyen d'un arrêt de travail au Québec. Là. C'est super cher là, pour un employé. Fait que, puis là, non seulement c'est des coûts financiers, c'est des coûts humains. Là. Je dis, il manque un employé dans l'équipe, la charge de travail, elle tombe sur les autres. Là, on commence à tomber sur une roue descendante. Là. Ouais, puis là, faut repartir en mode embauche, puis dans aussi la situation actuelle du milieu de l'emploi au Québec, il y a une forte pénurie dans pas mal tous les secteurs. Là, il y a un coût pour que la personne soit plus là, puis il y a le coût de réembauche, puis il y a le coût de formation, puis tout ça. Là, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qui se cumulent à la fin de la journée. Là. Ouais. Puis justement, là, on parle, Chloé parlait de burn-out, d'épuisement, puis bon, je parlais justement de mettre ça au centre de ses priorités, puis je le dis tel quel parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai parti Rablab avec Nicolas en 2016. Puis je ne vais pas vous faire d'ennemis en disant ça. Là. Le but, c'est juste, je pense, quelque chose de conscient que j'ai vu puis que j'ai entendu à multiples reprises. Les agences de marketing, là, ça a une bien mauvaise réputation. Tu sais, on a toujours, en fait, l'espèce de show Mad Men en tête, là, comme l'espèce de travail qui est très intense dans des... soit dans des cubicules ou dans des salles de brainstorm avec ci, avec ça. Puis, c'est très... Il y a toute une capacité d'overwork. Puis j'ai des amis qui ont travaillé dans plein de types d'agences au Québec qui ont eu des réalités qui sont tout à fait différentes, là, de exécrable jusqu'à extraordinaire. Mais le exécrable, souvent, je parle par rapport à la santé mentale, là, revenait plus souvent qu'autrement. Fait que, comment est-ce qu'on... comment je pourrais dire? Question est large un petit peu, mais comment est-ce qu'on améliore ce sort-là pour une catégorie d'entreprises? Parce que, tu sais, on s'entend, les agences, c'est un milieu qui peut être difficile, que son lot de, comment je pourrais dire, d'éléments externes, tu sais, les clients qui mettent de la pression, puis les livrables. Puis, tu sais, c'est un milieu qui est très à la performance liée avec la créativité. Puis, vu que ça a une mauvaise réputation, puis même, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais on a fait les portes ouvertes pour l'A2C, qui est une association des agences créatives. Tu sais, c'est des gens de plein d'écoles qui viennent visiter les agences. Puis un des sujets, c'était justement les agences ont une mauvaise réputation d'être un milieu de travail de bourreau de travail, puis que, tu sais,
tu travailleras jamais tu finiras jamais avant 19h, puis tu sais que tu vas recevoir des messages le soir, ton gestionnaire. Comment est-ce qu'on fait pour briser ça puis d'essayer d'arriver dans un nouveau contexte, dans l'optique que je pense pas qu'on est capable de mettre tout le monde alentour de la table et de dire « Hey, genre, it's done once and for all. » Tu sais, c'est quoi justement les premières étapes, puis peut-être comment tu perçois ça de l'extérieur, là, ce que je te dis? En fait, il y a plusieurs choses. Je pense qu'on est dans ce que tu racontes, c'est beaucoup le faire. Hein. On veut des résultats. On n'a pas appris à être, à prendre soin de l'être. Et vous êtes un exemple extraordinaire. Fait, comment on va changer les choses? C'est quand on voit qu'il y a des agences comme vous qui faites autrement puis que ça fonctionne quand même. Parce que la peur, c'est de changer d'un modèle qui fait qu'on a des résultats financiers au bout de la ligne. On veut continuer à avoir cet apport, on veut le gain financier, fait qu'on va pas se mettre à s'occuper de nos humains parce que là, on n'aura plus d'argent. Alors que votre modèle, puis il y en a d'autres aussi, plus ça va être mis de l'avant, plus ça va être OK, c'est possible de faire autrement, puis que ça fonctionne quand même. C'est ça qui fonctionne. La théorie, ça fonctionne pas, là. C'est des exemples concrets que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'être touchés par les sentiments pour voir ce qui fonctionne. Mais ça prend encore des dirigeants d'agences qui ont envie de faire autrement. Qui ont envie de vous demander, ça a été quoi, vous autres, votre première étape? Comment vous l'avez faite? Puis qui vont tester leur recette à eux. Puis on en parlait un petit peu avant aussi, il y a comme tout un clash de génération aussi. Fait qu'est-ce que la nouvelle génération, ben je vais le dire comme ça, là, mais mettons les 40 ans, on aura une sensibilité autre, ils vont faire autrement. Je pense que c'est un travail à long terme, le changement de la réputation des agences. Parce que c'est un changement, hein? Le changement ne se fait jamais en claquant des doigts. C'est par les exemples. Puis plus la nouvelle génération va pousser, je vais dire comme ça, là, plus eux vont vouloir faire autrement, plus il va y en avoir des agences comme vous qui fonctionnent, puis qu'on est sur un autre modèle, puis que les résultats sont là quand même. Ça va se multiplier. Je pense que c'est là. Puis en sensibilisant, je pense que même si on parle d'une génération un peu plus vieille, ils n'auront pas le choix à un moment donné de dire on perd nos employés parce qu'ils s'en vont dans d'autres agences où ça fonctionne autrement. À un moment donné, c'est au pied du mur qu'il va falloir que les changements se passent peut-être aussi. Là. Absolument, absolument. Puis, mais justement, par rapport aux générations, là, on en parlait un peu plus tôt ensemble, mais on le sait, là, il y a comme une dualité, là, si je peux dire, nouvelle génération, disons 40 ans et moins, qui sont, je crois, beaucoup plus sensibilisés, mais beaucoup plus à risque aussi. Là, j'étais allée à une formation récemment, puis c'était des études de TELUS Santé qui disaient que les participants de l'étude qui avaient moins de 40 ans, il y avait un sentiment d'angoisse qui était 2 fois plus élevé, un sentiment d'impuissance 2 fois plus élevé, puis un sentiment d'isolement 2 fois plus élevé. Ça, j'étais quand même surprise aussi. Là, l'isolement est un gros facteur de risque. Puis de l'autre côté, on a la génération, l'ancienne génération, disons, les 40 ans et plus, qui, eux, sont peut-être beaucoup moins sensibilisés. Fait que toi, quand tu arrives dans une entreprise, comment tu fais pour adapter ton discours aux deux générations? En fait, les besoins sont différents. C'est un peu ce qu'on disait. Les gens qui ça fait plus longtemps qu'ils sont en milieu de travail, on va dire, ont besoin d'être éduqués, ont besoin d'informations concrètes de c'est quoi la santé mentale en entreprise. Et la santé mentale, c'est pas d'être malade, là. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir des employés avec une bonne santé mentale, au niveau de la productivité, le bonheur au travail, tout ça. La créativité, les effets sont majeurs sur des employés qui ont une bonne santé mentale. Fait qu'eux ont besoin de comprendre ça. Et je pense que les 40, en fait, comme la nouvelle génération est plus sensibilisée au sujet, on en parle de plus en plus. Eux, ce qui leur manque, c'est des outils. Fait qu'on n'est pas à la même place. En fait, c'est juste que je parle de tout en même temps. Fait qu'on sensibilise pour avoir le langage commun. On donne tout des outils dans la gestion du stress, de l'anxiété, entre autres. Mais oui, il y a vraiment une différence. Puis tu sais, je mettrais un peu plus vieux. Puis tu sais, je vais pas me faire d'amis ou d'ennemis non plus, mais tu sais, je pense que passé 55 ans, là, la marge est plus difficile pour parler de santé mentale. Ouais. Avant ça, c'est de plus en plus facile. Mais oui, les besoins sont différents. Parce que comme on est sensibilisé que la santé mentale, c'est important, plus jeune, OK, super, c'est ce qu'on a vu dans la société depuis 3 ans, on en parle que c'est important, mais on n'a pas tant donné d'outils, là. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire avec. Et que là, comme, OK, c'est un vrai problème, mais maintenant, on fait quoi avec? Fait que c'est pour ça qu'ils vont plus vivre ces sentiments-là d'anxiété et d'isolement, parce que ils en sont conscients que ça peut être problématique, mais ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Puis, tu sais, on s'entend, là, la plupart du temps, il y a des... Puis pas toujours, là, mais la plupart du temps, dans les entreprises qui font des efforts, il y a des ressources. Puis une des excellentes ressources, puis on pourra la mettre les commentaires de l'épisode aussi, je vais parler pour les agences, le milieu at large des communications, c'est le BEC. Oui. Donc, c'est une association qui est exceptionnelle, qui aide justement
Puis en passant, parenthèse, je vais le dire, puisque Nicolas serait là et en parlerait, mais tu sais, Nicolas a consulté le bec aussi pendant qu'il était parti. Donc, Nicolas est parti du mois de novembre jusqu'à tout récemment, jusqu'à la semaine dernière. Il est parti 5 mois aux États-Unis. Il était en roulotte, puis il travaillait. Puis bon, il n'a pas manqué une journée de travail. Puis c'était vraiment un télétravail pendant une longue période. Puis il y a un bout qui se sentait seul là-bas, puis trouvait ça difficile, puis tout ça. Puis il a appelé le bec. Super belle expérience. Ils ont fait un suivi avec lui, puis tout ça. Puis ça avait fait du bien de sortir, d'en parler, puis d'avoir quelqu'un qui comprenait peut-être un peu la réalité, puis tout ça. Mais il est arrivé quelques situations chez Rablab, puis évidemment, je pinpointerai personne, mais il est arrivé quelques situations que les gens semblaient dans une certaine, je ne vais pas dire détresse, mais une période plus difficile. Puis il y avait, pour eux, là, ils n'ont aucune ressource. Comme, on n'a rien fait, il n'y a rien à leur disponibilité, puis il n'y a aucune solution potentielle. Puis là, comme, je veux dire, scratch my head, mais on se gratte la tête en se disant comme, mais il me semble que c'est comme obvious, là. Tu sais, on a le bec, on en parle plus souvent qu'autrement, on participe même à un tournoi de volleyball, on fait des dons, tu sais, plus on a un guide assez étalé des choses qui sont possibles. Fait que, justement, comment est-ce qu'on arrive dans cette situation-là, puis qu'on gère ça, puis que, tu sais, c'est-tu un facteur normal quand la personne, justement, est en détresse ou elle se sent moins bien, que, tu sais, elle devient comme à voix noire, puis tu sais, elle est plus capable de dire qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui fait du sens, puis c'est quoi un peu les signes, là? Ben oui, effectivement. Tu sais, quand tu vas bien, quand tu entends parler du bec ou d'un programme d'aide aux employés, tu dis bah oui, j'en aurai jamais de besoin. Parce que tu penses que ça ne pourra pas t'arriver. Fait que quand ça t'arrive, tu t'en souviens plus, tu n'as pas enregistré ces informations-là. Tu sais, moi, aussi bêtement que quand je suis dans une entreprise, j'oblige les gens à prendre leur cellulaire et de rentrer dans leur téléphone leur numéro de PAE, même s'ils me disent qu'ils n'en auront jamais de besoin. Parce que si tu sais pas si un soir, il y a un de tes collègues qui va t'appeler, puis qui ira pas bien, puis que tu vas faire comme merde le numéro, je sais pas où aller le chercher, tu vas l'avoir. Fait que c'est déjà ça. Il faut juste en reparler régulièrement. Te donner un numéro de PAE, de parler du bec une fois, puis de pas faire de suivi, ça marche pas. Parce que les gens m'ont pas appelé, c'est difficile. Le pas le plus difficile, c'est d'oser demander de l'aide. C'est encore tabou. Tu sais, on dit que la santé mentale, on en parle plus, mais d'aller consulter, c'est encore hyper tabou au Québec, là. D'être faible, de pas de sortir toute seule. Fait que d'oser appeler, c'est extrêmement difficile, là. Mais tu l'as nommé, puis je vais revenir parce que moi, je collabore avec le BEC. En fait, je fais des formations pour eux maintenant, pour atteindre le plus d'agences possible, justement. Puis on a vraiment fait une entente pour que ce soit accessible encore plus pour les agences parce que la détresse, elle est là. Tu l'as nommé, c'est un milieu où la pression, elle est très présente. Fait que juste d'oser appeler voir. Puis moi, des fois, j'ai juste oser voir ce que ça pourrait te donner. Ouais. Puis comme milieu de travail, c'est d'en parler. Je pense qu'une fois par mois, c'est pas assez. Hein. C'est au moins une fois par mois de renommer les ressources qui existent sur toutes sortes de formes. Puis tu le nommais un peu tantôt, de dire, ben moi, je l'ai utilisé. Hey, cette semaine, moi, j'ai appelé à tel numéro, j'ai fait telle affaire. Que les gens puissent partager quand ils utilisent les ressources, ça, c'est important aussi parce que ça fait moins peur de les utiliser par la suite. C'est clair. Puis, tu sais, justement, ma question, mais tu l'as répondu, là, tu sais, c'est quoi plus régulièrement? Fait que toi, tu suggères au minimum une fois par mois ou de quelque chose qui serait, mettons, naturel là, de le communiquer, là? Oui, puis, tu sais, parce que, bon, on est beaucoup en virtuel, mais tu sais, mettons, entre autres, il y avait des affiches affichées dans nos milieux de travail, mais Mané, quand ça fait 2 mois qu'elle est là, ta voix plus, tu peux changer la couleur, tu peux changer la forme pour attirer l'attention à reparler. En réunion d'équipe, là, juste, hey, vous rappelez les ressources, tac, 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 ça peut être juste ça, là. Un autre, ben c'est super ce que tu dis, puis ça me donne même des idées, parce que des fois, dans le quotidien, on le voit plus, puis t'as raison, fait que je pense qu'on va tous sortir de ça avec des meilleurs trucs, mais une autre astuce que moi, personnellement, je trouve qui a fonctionné chez Rablab, c'est quand quelqu'un me mentionnait que c'était une période plus difficile ou quoi que ce soit, je lui disais, veux-tu qu'on se book, puis on va le faire ensemble. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui est obligé de faire ça, mais moi, personnellement, ça me fait plaisir, puis je le sais pour avoir été là, que quand t'es rendu à avoir besoin d'aide, là, tout te paraît comme une montagne. C'est mal fait, des fois, le système au Québec, pour se trouver un psy, c'est difficile. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je book la personne, on se prend 1 heure ensemble. Je l'ai fait, je pense, à 3-4 reprises chez Rablab. Puis, j'ai présenté les outils. Puis, si c'est, mettons, appelle le bec, bien évidemment, je le ferai pas avec toi. Je vais pas le faire à ta place parce que, bon, il y a un aspect confidentiel aussi là-dedans. Mais c'est quand que tu vas le faire. Puis là, on se fait un plan ensemble. Puis, je fais un suivi 2 semaines après. Tu fais. Puis, juste ça, là, je pense que ça l'aide vraiment le monde à le faire. Parce que sinon, c'est tellement facile de dire, je vais les appeler la semaine prochaine. Je vais aller regarder ça la semaine prochaine. Ça te prend quelqu'un qui te supporte là-dedans. Fait que si vous avez les ressources à l'interne, là, je pense que ça peut vraiment être bon d'avoir une personne qui va faire ce suivi-là avec en fait, c'est essentiel.
Si tu dis c'est pas tout le monde qui le fait, il faut le faire. Parce que donner un numéro du BEC ou d'un PAE, ça ne fonctionne pas. On le sait, les taux d'utilisation des programmes d'aide des employés sont relativement bas. Ça s'améliore, mais c'est quand même très, très bas. Il faut faire l'appel. Parce que si la personne t'a confié que ça n'allait pas, ça se peut qu'en sortant de ton bureau, déjà, elle se sente mieux. Fait que pourquoi elle appellerait? Hey, donc, ça me fait du bien. Puis tu sais pas entre ton bureau puis chez elle qui a dit, ben, t'en as pas de besoin, ben, pourquoi quelqu'un t'aiderait, t'as tout pour être heureux. C'est toutes les mythes qui sont encore là. Fait qu'elle va pas appeler. Puis moi, je te dirais, le suivi de est-ce que tu as appelé, c'est dans 2 jours. C'est pas dans 2 semaines. C'est plus proche. Puis, est-ce que tu veux qu'on le fasse l'appel? Moi, je vais jusque-là. On va appeler puis je vais sortir du bureau pour que ça soit fait. Parce que ça, tu l'as nommé, quand ça va pas bien, tout paraît une montagne. Je veux dire, organiser ses repas, c'est trop alors que c'est du quotidien. Fait que de faire un appel qui peut être menaçant parce que c'est encore tabou puis que c'est trop, là. C'est pas possible de le faire. Ça faisait partie de mes... puis justement, là, on est déjà 54-55 minutes in. Ça faisait partie de mes questions de conclusion. Puis je trouve qu'on fait des segways incroyables entre nous autres en se volant les prochaines répliques. Mais c'est quoi un peu les signes précurseurs dans une entreprise qu'on peut flaguer puis qu'on peut adresser? Puis mettons, je veux dire, comme entrepreneur, gestionnaire et aussi comme employé, employé qui travaille dans une entreprise. Là, tu parlais comme juste organiser ses repas dans une journée, ça peut paraître une tâche très lourde. Le fait de dire « Hey, je me déplace au bureau », ça semble extrêmement pénible, tandis qu'avant, j'aimais ça. Fait que c'est quoi un peu justement les signes du côté employeur-gestionnaire puis du côté employé? Mais moi, en fait, je vais te parler de l'être humain qui va pas bien. Fait que peu importe son rôle, je pense que c'est la même chose. Moi, je te parle des signes précurseurs en 4 catégories. Fait que tout ce qui est changement physique, c'est plus de maux de dos, des problèmes de digestion, de la fatigue, tout ce qui est changement physique non diagnostiqué par un médecin ou investigué, on est d'accord, là, qui était pas là, qui est là, qui revient souvent ou qui perdure dans le temps. Ça, c'est vraiment un indice que mon taux de stress, ou en tout cas, je m'en vais peut-être vers un épuisement. Tout ce qui est symptômes cognitifs, moins de concentration, moins de mémoire, prendre des décisions, c'est difficile, mon discours, je sens que c'est plus difficile. Ça, comme gestionnaire, si je donne une tâche à un employé, d'habitude, ça revient, c'est bien fait, il manque des choses, c'est plus long, je peux l'observer, mais je peux l'observer chez moi aussi. Tout ce qui est changement comportemental, plus d'isolement, ou quelqu'un qu'on voit pas tant, qui est plutôt solitaire d'habitude, qui là prend beaucoup de place. Caméra fermée, tout ce qui est plus à distance. Le mot-clé, là, je le répète, puis ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est changement. Puis tout ce qui est émotionnel, hein. Plus des humeurs en montagne russe, plus de pleurs. Puis là, un qu'on oublie souvent, là, c'est l'irritabilité. Pogner les nerfs en bon français, là. C'est un des bons indices que mon taux de stress commence à être trop élevé. Puis celui-là, on a tendance à l'oublier. Mais c'est de s'observer aller. C'est de connaître c'est quoi, moi, mes signes à moi précurseurs que mon taux de stress commence à être élevé. Puis que quand il arrive, bien, justement, je vais dire, OK, c'est quoi mes outils maintenant pour prendre soin de moi? C'est extraordinaire. Ben écoute, ça me semble des super bons signes. Puis on pourra faire une petite note aussi dans les commentaires. Écoute, on approche de l'heure de fin. Chantal, le mot de la fin, sur quoi tu nous laisses? T'as-tu des projets? T'as-tu des choses? C'est quoi le message que tu voudrais dialoguer le plus à la planète entière via ce podcast? Mais que c'est pas compliqué de prendre soin de la santé mentale des employés. Il faut pas penser qu'il faut tout réinventer, puis que par des petites actions, vous allez faire une réelle différence sur votre santé mentale comme dirigeant d'entreprise, sur vos employés, donc sur la rentabilité de votre entreprise, puis ce que vous allez en faire. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Faut pas tout réinventer la roue. Il y a déjà des bonnes actions, il faut juste en mettre un peu plus, puis juste qu'on vous outille à mettre ça en place parce que vous savez peut-être juste pas c'est quoi les premières étapes, ou en tout cas les étapes suivantes pour que ça soit encore plus impactant pour les employés. Ben écoute, on fera ça. Chloé, j'aimerais ça te donner le mot de la fin, mais Riverside me dit que tu es déconnecté de l'appel. Donc, ça va être malaisant dans le recording que Chloé elle va parler. Nous, on va l'entendre, puis personne va l'entendre. Donc, on fera pas trop de editing. Fait que Chloé, elle vous fait un beau bye-bye. Elle vous remercie, puis elle vous dit qu'elle vous aime tous. Ben pour moi, pour le mot de la fin, si je donne juste mon point de vue du côté gestionnaire d'entreprise, qui a quand même beaucoup de personnes à sa charge, ben n'hésitez pas, si vous êtes tout seul comme entrepreneur, n'hésitez pas à trouver des gens qui ont des réalités similaires à vous, des groupes d'entrepreneurs. Il y a les IO Montréal, le regroupement des chefs, tu sais, comme des regroupements d'entrepreneurs que, oui, on parle business, mais parce que j'ai été dans le regroupement des chefs, tu sais, qu'on parle de business, mais on parle aussi de comment ça va réellement entre nous autres. Nous autres, on va aussi intégrer IO Montréal. L'aspect santé mentale est aussi immense. Il prend beaucoup de place dans le contexte de la discussion. Puis c'est une journée par mois. Puis, tu sais, je pense que
faut préconiser ces discussions-là ouvertes avec ses pairs, justement qu'on arrive avec notre vulnérabilité puis qu'on veut de l'aide ou on veut des conseils ou on veut juste brasser des idées. Je pense que c'est excessivement important. Puis moi, j'ai une chance inouïe depuis les 7 dernières années d'avoir, je pense, mon alter ego que j'ai le droit, alter ego / meilleur ami que je peux discuter d'absolument tout. Là, avec Nicolas, on peut avoir des discussions tant en affaires que des trucs personnels puis des choses qui arrivent dans nos vies respectives. Fait que nous, on a trouvé cette réalité-là qui nous permet de nous rapprocher puis d'avoir ces discussions-là. Mais si j'étais seul dans Rablab, je pense que je trouverais ça excessivement difficile d'avoir comme personne qui comprend vraiment ma réalité, là, comme vraiment, 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 puis qu'on puisse en parler. Je trouverais ça très difficile. Donc, ça ferait longtemps que j'aurais été chercher de l'aide, mais je pense que toute l'aide, je la retrouve à travers mon associé. Fait que, je pense que c'est moi, le truc que je donnerais, c'est vraiment d'essayer de trouver quelqu'un ou une entité qu'on puisse comme décanter, parler, puis voir justement, on a-tu les signes que tu parlais d'irritabilité, manque de concentration, manque de discours, puis que si on a ces signes-là, on est-tu en train de comment je peux dire, d'aller dans un endroit qu'on n'a pas envie. Fait qu'après ça, on prend les actions qu'on a besoin. Fait que voilà. C'est ce qui conclut notre épisode entre deux pubs avec Chantal Dufort, donc les mythes et les réalités, la santé mentale en entreprise. Chantal, merci, un gros merci d'avoir été là. Et Chloé également, merci d'avoir été là, même si ton upload est terminé, puis peut-être que tu nous entends, mais nous, on ne t'entend plus. Donc, un gros merci à vous et on vous dit à un prochain épisode de Entre deux pubs.